Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans cette émission Le Scanner, votre émission de débat constructif qui vous permet de comprendre l'actualité, parler du développement des sujets liés au développement du pays. Vous êtes sur Kavi Média, le média de développement. Vous nous suivez via notre bande FM, la 89.5. Vous nous regardez via nos différents canaux sur Kavi TV, sur Kavi Média si vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Flash Guinée, groupe Kavi Média si vous êtes sur Facebook, sur YouTube. Vous pouvez aussi nous regarder sur Kavi Média et aussi sur l'ensemble synchronisé de nos médias Instagram, siaminfo.com. Au menu de ce numéro de ce mercredi 30 août 2023, Dieu a-t-il quitté vraiment l'Afrique? Nous sonnions l'alerte hier même dans cette émission au Gabon. La réélection d'Ali Bongo conduit le pays dans un putsch des plus faciles à interpréter. Avec son état de santé très détérioré, le forcing d'Ali Bongo au pouvoir depuis 14 ans ne connaîtra pas de succès, alors que le Conseil gabonais déclarait vainqueur Albert Ondo Ossa avec plus de 65% de suffrage. C'est à la grande surprise de tous que l'inverse a été publié, déclarant vainqueur le président Bongo avec plus de 64% des voix contre 30% de son principal rival Albert Ondo Ossa. Des résultats qui ont aussitôt conduit des militaires à prendre le pouvoir en contestant ces résultats, fermant les frontières avant de procéder à la dissolution de toutes les institutions. Super Bongo a toujours confirmé son fameux proverbe, je cite, « Il serait fou d'organiser une élection en Afrique et la perdre ». Fils Bongo lui semble échouer. Échouer, j'ai dit, dans cette manœuvre. L'Afrique, la fougue du pouvoir et la montée en flèche des putschs. Nous en parlons dans cette émission, Le Scanner. Et puis, rien ne va entre les anciens contractuels de Guinée et le gouvernement. Ces derniers ont décidé par la voix de leur coordinateur de bouder les négociations qui se poursuivent ce jeudi même au ministère de la fonction publique. Contre toute attente, la coordination nationale des enseignants contractuels de Guinée menace de boycotter la rentrée des classes prochaines si leur intégration à la fonction publique n'est pas effective. Elle invite par la même occasion les contractuels à un sitting devant le ministère de la fonction publique ce 30 août. Un nouveau rebondissement qui décrit le difficile aboutissement de la lutte entamée par les anciens contractuels. Pourront-ils obtenir gain de cause sans le concours exigé par le gouvernement? Quelques éléments de réponse à suivre dans ce numéro. Et depuis quelques mois, le gouvernement guinéen, par le biais de l'électricité de Guinée, a démarré l'installation des compteurs prépayés dans certaines zones de Conakry et dans l'arrière-pays. Selon des responsables de la guinéenne de l'électricité, cette démarche vise à mettre fin au vol d'électricité, contrôler l'utilisation des machines et appareils énergétiques, faire une bonne gestion de l'électricité, connaître le nombre de ménages qui payent régulièrement le courant électrique, entre autres. Elle n'est pourtant pas applaudie des deux mains si cette mesure vise à amorcer un
véritable développement pour le pays. Elle est décriée par bon nombre de citoyens qui estiment que les compteurs prépayés se heurtent au pouvoir d'achat qui reste très faible en Guinée. Mais ce sacrifice est-il nécessaire pour le développement du pays? Analyse et commentaires à suivre avec nos différents débatteurs. Et enfin, nous recevrons notre invité du jour, considéré comme la troisième force politique du pays, l'Union des forces républicaines, UFR, dirigée par Sidia Touré, n'a toujours pas rejoint le cadre du dialogue inclusif interguinéen avec son leader qui se retrouve en exil. Cette formation politique peut-elle participer au cadre du dialogue afin de concilier les positions et décrisper le paysage politique qui se confond à un débat de sourds? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau et dans cette émission M. Sékou Tidiane Conté, membre du bureau politique de l'UFR, la position de l'UFR quant au dialogue et son regard sur les sujets brûlants de l'actualité seront débattus tout à l'heure dans cette émission. Le Scanner, installez-vous confortablement et jalousement. On démarre les hostilités juste après cette courte transition. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le Scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le Scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le Scanner sur Kavi Média. Merci une fois encore de nos préférés en ce matin du 30 août 2023 avec les débatteurs de chaque jour. Akila Ali Badara, bonjour, l'ambassadeur de l'Axe. Bonjour Abdallah, bonjour à tous les auditeurs qui nous pratiquent. Quand vous m'appelez ambassadeur de l'Axe, les gens vont penser que c'était... voilà, juste, hein. Voilà. C'est juste pour rire, hein. Sinon, c'est bon. Il n'y a pas de titre d'ambassadeur. C'est bon quand on m'appelle ambassadeur de l'Axe. Il faut même le bourgeois de l'Axe. Bien, voilà. Le bourgeois de l'Axe, alors je préfère. Yaya Diallo, l'enquêteur en chef, bonjour. Oui, bonjour Abdallah et bonjour à tous. Bonjour à l'ensemble du personnel de Kavi Média. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, bonjour au PDG, bonjour au DG, bonjour au DGA et surtout bonjour... Aujourd'hui, tu fais des bonjours. Et surtout bonjour au grand frère Silla qui fait des sommiers. Oui, on a tout compris. Qui fait des sommiers pour nous servir chaque jour un bon café et je pense que c'est à signaler. Bonjour à la technique, bonjour à la régie. Aujourd'hui, non, le bonjour est paradisiaque. Aujourd'hui, c'est un bonjour parasitique. Non, moi, je suis pas un ambassadeur de qui que ce soit. Tu es l'ambassadeur des Kavi. Je pense que c'est assez prétentieux. Non, ça se comprend. Beaucoup le disent. Hein. Ambassadeur Ousmane Gawal aussi vous le dira. Et beaucoup d'autres aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont cette prétention d'avoir, disons, la paternité de l'Axe. Donc, Ali Badra qui est là. Et allez, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on le saura. On ne va pas commencer par des pics ce matin. On parle de l'actualité, hein, l'actualité sur le plan africain. Ali Bongo, hier, on le rappelait dans ce studio. On avait cette peur, cette crainte de voir cet éternel recommencement. On n'a pas voulu le dire directement. Mais aujourd'hui, on s'est réveillé avec cette nouvelle. Pour le moment, il y a d'autres qui qualifient de tentative de coup d'État. Mais moi, je peux l'appeler cela, qualifier même d'un coup d'État déjà consommé, puisque l'armée a déjà compris qu'Ali Bongo ne pouvait plus diriger les destinées du Gabon. Puisque tout à l'heure, la réalisation va nous faire parvenir le premier document qui a été publié par l'organe de gestion des élections du côté du Gabon. En tout cas, stipulait que Ondossa a été élu président du Gabon. Mais à la grande surprise, à notre grande surprise, hier soir, c'est Ali Bongo qui est déclaré vainqueur avec 64% des suffrages. Yaya Diallo, le non-panafricanisme. Ouais, tu n'es pas pour cette idée de coup d'État, tu me le disais tout à l'heure. Non, moi, je suis un citoyen universaliste modéré. Je m'inscris dans cette optique. Ce n'est secret pour personne, et d'ailleurs c'est un secret de polichinelle, je vais dire, que la situation au Gabon allait se passer comme telle, puisque... C'était prévisible. Je vous apprends bien, depuis 2 ans, ce monsieur ne dirige plus le Gabon. Eh bien, ce qui est déplorable, c'est ce coup de putsch. Moi, je suis un homme rationnel, je m'inscris dans cette rationalité, je n'applaudis
aucun coup d'État en Afrique, parce que derrière ce coup d'État, il y aura très bien une manipulation, qu'elle soit occidentale ou africaine ou je ne sais, nationale. Ok, éloignons-nous de ce coup d'État et parlons de la situation qui prévaut actuellement au Gabon. Oui. Parce que avec ce qui arrive, même si tu ne salues pas les coups d'État, je te comprends, je partage ton opinion, mais est-ce qu'il était nécessaire pour l'armée d'intervenir, puisque là, comme aimaient le dire les opposants guinéens, ou aiment le dire les opposants guinéens, c'est un coup d'État constitutionnel, puisque c'est un troisième mandat, il faut le rappeler. Oui, c'est un troisième mandat et je dois rappeler que ce n'est pas la première fois que l'armée gabonaise tente, disons, d'opérer un coup de putsch. Si je ne me trompe pas, en 2016, c'est Filoka. Je peux me tromper sur la date, mais ça a été le cas. Mais c'était le coup d'État le plus mal inspiré, parce que c'était des sous-officiers, des jeunes sous-officiers qui, à un certain niveau, ont voulu, disons, s'emparer du pouvoir sans pour autant préparer cela et bien peaufiner cela. Et je crois que c'est quelque chose qui a été étouffé dans l'œuf. Cette fois-ci, on a vu des officiers de tous bords, hein, l'armée de terre, l'armée de mer. C'est une mosaïque des officiers, pour ainsi dire, qui se sont retrouvés. Avec quel appui, je n'en sais trop rien. C'est pourquoi il faut être assez méfiant pour voir est-ce que ces gens-là sont venus, comme nous ont vanté certains putsch ici en Afrique de l'Ouest, pour rétablir l'ordre, rétablir la justice sociale, l'ordre constitutionnel, rétablir la justice sociale et, disons, mettre fin au mal que les Gabonais, disons, subissait il y a longtemps. Si c'est sur cette question, on peut bien être d'accord sur le principe ou disons sur la réalité des faits, c'est-à-dire que le putsch. Maintenant, si c'est pour venir, disons, rester ou s'inscrire dans une continuité, celle qui consiste disons, à privilégier la corruption, et l'inégalité et l'inétiqué, l'inégalité, on s'arrête là parce que là il faudrait pas. L'inétiqué, ouais, tout à fait. Oui. Et tout ce qui se passait au niveau du Gabon, je pense que c'est une interpellation pour tous ceux qui sont en train aujourd'hui de caresser l'idée de faire un troisième mandat, ou d'ailleurs ceux qui ont fait, parce que je trouve qu'ils sont sur un fauteuil éjectable. Il y a quand même des présidents qui ont réussi. Hein. On ne va pas citer de nom pour ne pas indexer du bout du doigt certains, mais dans certains États, on pourrait se retrouver dans la même situation si ces présidents tentent le pire. Non, vous savez, pour ce qui concerne le cas du Gabon, c'était prévisible. C'était quelque chose quand même qui avait atteint, disons, son paroxysme quand une famille, une dynastie, pour plus de 60 ans au pouvoir, dirige un État. Oui. Et on s'était rendu compte que ces 2 dernières années, ce n'était pas Ali Bongo qui dirigeait le Gabon, mais c'était plutôt sa famille, sa belle famille qui pourrait être la France par ailleurs, et certains membres de sa famille, y compris le clan aussi présidentiel, qui depuis longtemps était là. C'était des alliés d'ailleurs traditionnels de son papa, et c'est avec les mêmes individus qu'il continue de gouverner, sans partage. Et je pense que tous les ingrédients étaient là pour qu'on en arrive là où on est aujourd'hui. Maintenant, sur ce qui va se passer, puisqu'on parle d'une tentative d'une guerre de communication, on verra très bien ce qui va se passer. Et on verra très bien, parce que jusque-là, il faut le dire, le parti de la coalition Alternance 2023 dirigée par le professeur Albert Ossa n'a pas, disons, pris la parole pour donner sa position sur tout ce qui se passe. On verra très bien de part et d'autre qui tire les ficelles derrière ce coup de putsch. Est-ce Ali Bongo ou, disons, l'opposition? L'avenir nous le dira. En tout cas, on va suivre de très près l'actualité. De ce côté, oui, Ali Badara, on parle de ce coup d'État prévisible, hein, s'il faut le dire. Il est important même de le rappeler. Est-ce qu'il était nécessaire que l'armée prenne ses responsabilités, même si, dans un premier temps, il faut condamner quand même les putschs en Afrique. Aujourd'hui, on tend vers le printemps au niveau du Sahel. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce qui arrive de ce côté? Est-ce que la démocratie est en train de prendre un énorme coup dans l'aile? Est-ce qu'aujourd'hui, on le disait, la rupture France-Afrique est en train d'être effective sur le continent africain, notamment pour les pays ouest-africains? La démocratie, je n'en parlerai pas assez parce que ce sont eux-mêmes les violeurs en flagrant délit de notre petite démocratie. Ah bon, petite en plus? Oui, parce qu'il y a une petite démocratie en Afrique avec des sous-préfets français. Bien. Le royaume Bongo s'est dévasté, la dynastie a capoté,
Ali Bongo, le vieux père, va se reposer et il va laisser la place peut-être aux autres. Mais ce coup d'État, tout démocrate condamne un coup d'État. Mais quand vous prenez la forme de ce coup d'État, elle est explicite. Elle est explicite parce que Bongo a fait des années au pouvoir. Bongo... Et ce qui intrigue, c'est que c'est ces deux résultats, hein, le même jour, ça intrigue. Parce qu'on a quand même eu des confrères du côté du Niger, du Gabon, qui, dès après, hein, comment je peux dire ça, l'interdiction de l'accès à l'Internet, qu'ils essaient quand même de nous joindre. Aujourd'hui, on nous annonçait que l'Internet est libre, les Gabonais pouvaient quand même avoir accès à Internet. Dès après cette annonce, on a quand même reçu des documents qui stipulaient que Andohosa était quand même le candidat légitimement élu. Mais dans la soirée, Ali Bongo et son clan auraient, je mets ça au conditionnel puisqu'on n'est pas sur le terrain, auraient falsifié ces résultats en sa faveur. 64% contre 30%. Pourtant, sur le document que nous détenons, c'est clairement écrit que Andohosa a été passé avec 65%, plus de 65% des suffrages, avec plus de 29% pour Ali Bongo. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de s'embourber de plus? Parce que c'est cette oligarchie qui est en train de gangréner les peuples africains et les États africains. Bon, l'Afrique n'est pas en train de s'embourber parce que quand vous partez au Botswana, vous partez en Afrique du Sud, ça va. On ne se plaint pas, tout est nada. Peut-être que c'est les pays colonisés par la France qui sont en train de s'embourber. En tout cas, le coup d'État au Gabon, je n'en parlerai pas assez parce que moi je dis que le vieux père avait besoin d'un repos. Donc le vieux va aller se reposer. Hier je parlais de ça ici. Quand il dansait, on dirait un robot animé. On sent de la fatigue. Non mais si. On sent. En plus tu vas bien. Exactement. On sent de la fatigue chez le vieux. Et aujourd'hui, l'opposant qui était censé gouverner ce pays a été écarté juste parce que ceux qui sont derrière Ali Bongo sont des faucons qui veulent une fois de plus s'accaparer. Des vautours. Des vautours, voilà. S'accaparer de tous les biens du Gabon. L'armée a décidé de prendre son destin en main pour une fois de plus ramener la démocratie là où elle était. Parce que le Gabon était devenu un royaume. Et c'est ce que l'armée a décidé d'abattre. Est-ce qu'il faut craindre un putsch à la gabonaise? Parce que là, il faut le dire, un putsch à la gabonaise. Alors, il y a le rappelé tout à l'heure, hein, il y a un putsch quand même qui a échoué parce que les militaires qui avaient voulu opérer ce coup d'État n'étaient pas suffisamment outillés. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut craindre encore cette tentative échouée? Bon, cette question, peut-être les heures à venir nous le diront plus sur ce qui se passe au Gabon, mais moi je reste sur ma fin en tout ce qui concerne le rétablissement de l'ordre constitutionnel, l'égalité, la justice, la démocratie. Je reste sur ma fin puisque nous avons l'exemple ici en Kinouante, en Afrique de l'Ouest. Au Mali, c'était les mêmes mots qu'on nous a chantés. En Guinée, ici, c'était les mêmes expressions fumeuses qu'on nous a chantées. Au Burkina, c'est la même chose, mais qu'en réalité, on s'en rend compte que c'est des gens qui sont venus pour leur propre agenda et pour leur propre, pour leur propre mission à eux. Donc, sur cette question, on verra très bien ce qui se passe, qui tirerait les ficelles de ce coup de push. Oui. On en saura davantage. Ces officiers sont venus pour mettre fin. C'est des officiers aussi qui peuvent être derrière, qui peuvent être même manipulés par la présidence. Attention, vous savez. Mais oui. Non, c'est des hypothèses qui se posent, monsieur. Presque impossible. Je pose. Ali Bongo ne peut pas faire un coup d'État lui-même. Oui, ça peut se faire. Vous n'avez jamais vu politique, ça. Je peux comprendre. Voilà, c'est des hypothèses qui se posent. Peut-être il peut se rendre compte. Ou peut-être quelqu'un. Est-ce qu'il jouit de toutes ses facultés mentales pour quelqu'un de quand je parle de son camp, le camp présidentiel. Quelqu'un du camp présidentiel peut, ou certains groupes du camp présidentiel peuvent dire attention, si on ne prend pas notre responsabilité, nous risquons de perdre tout. Et que par conséquent, il faut préparer, disons, un deuxième plan. Donc le grand perdant, Andohosa. Albert Andohosa, c'est le grand perdant. C'est une hypothèse. C'est la première hypothèse. Si l'on doit partir de cette hypothèse, le grand perdant sera Andohosa. La seconde hypothèse, c'est celle qui consiste à dire que
derrière ce coup de putsch peut se cacher, disons, la coalition, l'alternance 2023 aussi. Ouais. C'est ce que donc, vous voyez bien que laissez-moi être complet sur mon analyse. Ça peut être aussi une des options de cette coalition pour dire, puisqu'il savait déjà que si c'était le camp présidentiel, c'est-à-dire Ali Bongo et son clan qui organisaient les élections, même si c'est 3 personnes qui votent pour eux, ils pouvaient se réclamer, disons, victorieux de ce processus électoral. Il faut rappeler que c'est la première fois que le Gabon organise en même temps la présidentielle. 3 scrutins. Oui, 3 scrutins, la présidentielle, les législatives et les municipales. Ça, c'est autre chose. C'est une mascarade. Et au-delà de ça, vous savez que c'est sur un seul bulletin qu'on vote ces 3 élections. C'est une mascarade. C'est-à-dire, au fait, si tu dois voter pour Ondosa, tu dois voter pour Ondosa et pour la présidentielle et pour les législatives et pour les municipales. Ouais. Et ça, ce n'est pas normal. Absolument. Tout était organisé pour que Ali Bongo passe haut la main. Mais là, Ali Bongo se heurte à un mur d'acier. Ouais, c'est cela. On verra très bien, puisqu'il avait déjà son calendrier qui n'a jamais, disons, digéré toute la défaite qu'on l'a infligée, il faut le dire ainsi. Ouais. Je vais parler de Jean Ping qui était au Jaguet. On verra très bien aussi son niveau d'implication dans cette situation qui semble être disons consommée. Je vais parler de cette opération au niveau du Gabon, parce que jusque-là, et habituellement, quand il y a des coups de putsch, c'est l'opposition qui prend le devant pour, disons, dénoncer ou saluer le coup de putsch. Ça a été le cas au Niger. Ouais. L'opposant, d'ailleurs, c'était la première fois où l'opposant, disons, condamnait le coup de putsch et accusait l'ancien président de dire tout ça. C'est pourquoi toutes les hypothèses peuvent être mises sur la table, jusqu'à ce qu'on ait une lecture beaucoup plus claire sur ce qui se passe au niveau de Gabon. Bien, c'est déjà compris. Donc, suivons de très près l'actualité de ce côté. Tout à l'heure, nous parlons des enseignants contractuels là, avec cette menace de boycott de la rentrée prochaine. Et plus loin, c'est ce sitting que prévoient ces enseignants contractuels jeudi même devant le ministère de la fonction publique. C'est tout à l'heure dans cette émission, le scanner. Vous êtes sur Kavi Média, la 89.5 en bande FM, vous êtes sur Kavi TV. Je me perds. Aujourd'hui, c'est mercredi. Merci de me rappeler. Donc, on parle de ce sitting qu'organisent les enseignants contractuels ce jeudi. Jeudi, c'est demain, devant le ministère du Travail et de la fonction publique. On a joint au téléphone Alcide Mabinti Camara, qui n'a quand même pas voulu intervenir dans cette émission, mais quand même qui a donné des explications et quelques détails en off. Mais vous attestez la thèse selon laquelle vous êtes en train de vieillir. Ça, c'est Akila qui l'avait dit ici. Non, mais c'est Akila qui m'a dit. Votre jeune âge, Akila m'a dit aujourd'hui, c'est vous avez juste 30 ans et quelques, vous mélangez les dates, c'est quand même assez déplorable. Akila dit que c'est jeudi. Donc, Akila a déjà raison que tu es devenu un vieux peur, malgré ton jeune âge. Allez, j'accepte. Voilà. J'accepte. Allez, il faut revoir. On parle de cette actualité. Aujourd'hui, c'est jeudi, j'y arrive. On parle de cette actualité liée aux enseignants contractuels, Yaya. Oui, vous savez... c'est mercredi, c'est ce que j'ai dit. J'avais dit aujourd'hui c'est jeudi, mais il m'a ramené à la raison. Aujourd'hui c'est mercredi. Vous mélangez les pinceaux dans ce studio. Allez-y, on se comprend. Je ne vous comprends pas. C'est mercredi aujourd'hui, demain c'est jeudi. Le sitting prévu par les anciens contractuels, ça va. Allez, c'est clair pour tout le monde. Nous sommes mercredi le 30 août aujourd'hui. Oui, aujourd'hui c'est mercredi, demain c'est jeudi. Merci beaucoup. Bien. Allez-y, Yaya. On se complète. Ouais. On parle de cette actualité. Oui, cette question, vous savez, hier, puisque j'ai perdu tout contact, Dieu faisant les choses, Akila et moi, nous étions sur la moto et c'est dans ça que nous sommes tombés sur le coordinateur national de contractuels. Et j'ai pris son contact et je l'avais promis de le revenir pour avoir beaucoup plus d'informations sur ce qui se passe au niveau de la coordination des contractuels. La première question, vous savez, ce matin, hier j'ai tout fait, que ce soit Michel Pepe Balamou, le secrétaire général du SNE, que ce soit lui-même Mabinti, qui est un ami. C'est difficile de la joindre. J'ai tout fait, mais j'ai fait flèche de tout bois
pour les avoir, mais ça n'allait pas. Et vous avez insisté que je puisse aller au-delà, mais j'avais fourni tout l'effort possible. Ouais. Je l'avais écrit, c'est ce matin qu'il m'est revenu. Nous avons échangé sur cette question du sitting. Effectivement, le sitting aura lieu demain. C'est pour l'ensemble de tous les contractuels. Il y aura certaines mêmes délégations qui viendront de l'intérieur, c'est-à-dire que les coordinations régionales et préfectorales. Et le lien, c'est effectivement au niveau du ministère de la fonction publique. J'ai dit à Alceni de prendre la parole, ne serait-ce que pour 10 minutes, pour qu'on ait beaucoup plus d'éléments là-dessus. Mais il m'avait fait comprendre que la situation qui prévaut voudrait, et d'ailleurs c'est une stratégie interne à eux, qui consiste à dire, dès qu'ils déclinent les grandes lignes et qu'ils fassent ce qu'on appelle un communiqué, de surseoir à toute communication pour ne pas qu'ils s'exposent, disons, à des représailles ou qu'on essaie d'étouffer cet élan, disons, puisque nous sommes dans une situation dans une situation d'incertitude où tout peut arriver à tout moment. Donc, ce qui fait qu'il n'a pas pu, et je l'avais compris, et c'est compréhensible sur cette question. Maintenant, sur ce qui se passe, puisque on l'a évoqué ici, on a même mené c'était un de nos dossiers d'enquête en ce qui concerne son cas qu'il opposait à la tige. J'ai insisté sur cette question. Il me dit que cette question n'existe plus, il n'y a plus disons de tête au niveau de la coordination. Mais je l'avais fait comprendre qu'il y avait un collectif du SALI pour les enseignants contractuels qui a été créé ici par un certain Latige. Oui, il m'a dit que ça n'a jamais existé. Bah écoutez, c'est de la communication. J'ai dit et pourtant nous avons le communiqué, ça avait même amené le communiqué. Oui. Et bon, on avait échangé longuement, il m'avait fait comprendre qu'enfin ils ont pu, disons, ils ont fumé le calumet de la paix. Donc ils ont pu s'arranger entre eux et finalement tout est bon. Et la tige reste et demeure le coordinateur, disons, communal de... Le seul coordinateur. Le coordinateur communal de Kaloum. Le seul coordinateur régional reste alors Alceni Mabinti. Alceni Mabinti, c'est le coordinateur national, pas régional. Ok, le seul coordinateur national, Alceni Mabinti Kamara. Voilà, donc il m'a fait savoir que voilà, tout est bon. On verra très bien. Parce qu'on tient ça de lui. Ouais. On ne sait pas qu'est-ce que c'est pas l'autre. Jusqu'à date, nous n'avons pas vu un communiqué officiel nous montrant que... Nous attestant cela. C'est que, justement, disons, ces guéguerres ou ces bisbis qui gangrenaient au niveau de cette coordination des contractuels étaient complètement, disons, évacuées. Oui. Mais c'est cette question, j'ai insisté pour savoir éventuellement si ces sittings n'arrivaient pas à porter fruit, quelle sera leur prochaine, disons, leur prochaine étape. Il m'avait fait comprendre que sur cette question, il sursoit d'énumérer ou, disons, d'étaler leur stratégie, mais toujours est-il qu'ils pensent avoir gain de cause parce que c'est sur quoi ils se sont mis. Mais menace de boycotter la rentrée prochaine, ce n'est pas quand même une annonce qui puisse faire trembler tout le monde. Hein. C'est du déjà vu, c'est du déjà entendu. Est-ce que cela peut faire fléchir le gouvernement? Puisque le gouvernement tient coûte que coûte, vaille que vaille, à ce que ces enseignants contractuels soient soumis, passent par des concours pour intégrer la fonction publique. Ce qui est normal. On a vu quand même la sortie du président du CNT, du Conseil national de transition, Dr Dansa Kourouma, qui quand même a fait un appel à l'endroit des autorités afin d'aider ces enseignants contractuels à rejoindre ou à intégrer la fonction publique. Mais ce qui n'a pas suffi pour le moment. Est-ce qu'il ne devait pas laisser du temps aux négociations pour pouvoir avoir gain de cause? Parce que le fait de menacer, le fait de mettre la pression, le fait de faire un sitting, est-ce que ces actions peuvent faire fléchir le gouvernement? Mais écoutez, je pense que c'est un des moyens de pression qu'ils en disposent. Du déjà vu et du déjà entendu. Qu'ils en disposent, puisque les négociations ont échoué. Je pense que toutes les structures, disons, syndicales liées à l'éducation ont mené leur combat pour que les contractuels soient, disons, engagés au niveau de la fonction publique. Ça n'a pas marché. Si cette question, le principe voudrait qu'il y ait ce qu'on appelle un concours. C'est ça le principe. Oui, c'est ça le principe. Et c'est les textes de loi qui l'ont dit. Mais pour qui connaît comment l'administration fonctionne dans notre pays, ils craignent. Et là, je crois que cette crainte, elle est bien fondée. Oui. Pour ne pas qu'on assiste à les places de ceux qui ont, disons, gagné ces concours-là, qu'on essaie de mettre au niveau de la fonction publique des gens qui ne sont en mesure de rien. Oui. Comme on l'a vu ici au temps d'Alpha, où on a pris ici des communicants, de vendeurs de charbon et tout, des individus
individus de toutes sortes mettre dans la fonction publique. Donc, sur cette question, moi, je crois que c'est le principe, je suis d'accord. De l'autre côté, ce qu'il faut dire, c'est que tous ceux qui se disent aujourd'hui enseignants contractuels ne sont pas quand même exemples de tout reproche. Oui. C'est des gens mais il y a certains d'entrée là-bas même pour oui, construire. Hier on en parlait, hier on a largement parlé. Une phrase simple, non, hier on en a parlé, nous le savons déjà. C'est pas parce que des individus ou des gens qui ont, disons, entre guillemets, se sont sacrifiés pendant plus de 5 ans, 6 ans ou 7 ans, qu'il faut d'emblée mettre tout le monde au niveau de la fonction publique, ou même, disons, quelques individus qui produisent absolument rien. Est-ce que c'est un combat perdu d'avance? Est-ce qu'on peut dire que les anciens contractuels sont allés trop vite en besoin? Ils ne sont pas trop vite allés en besoin. Vous savez, il y a un problème dans ce pays qu'il faille aussi régler, c'est nos autorités, avec leurs promesses insaisissables et intenables. Parce que quand vous prenez la composition aujourd'hui de ces structures syndicales, vous pensez un peu à la souffrance des enseignants contractuels, vous pensez à cette vie misérable des enseignants contractuels, à ces conditions de vie dans lesquelles d'ailleurs ils travaillent. D'ailleurs, c'est déplorable. Pitoyable. Pitoyable, surtout c'est morose parce que ces enseignants renus font un. Pourquoi vous attendez à ce qu'ils dispensent les cours pendant des années? Maintenant, pour dire qu'il faut qu'ils passent par des textes pour qu'ils aient au moins cette disponibilité ou cette possibilité d'intégrer à la fonction publique. Mais on les insulte. On les insulte. On est en train d'insulter l'intelligence de ces personnes. Ouais. Ces ministres qui sont là aujourd'hui, beaucoup parmi eux ont pris le nom de leur petit jeune sœur. Ils ont fait en sorte que ces personnes aient accès, voilà, à la fonction publique. Pourquoi ne pas faire autant pour ces enseignants contractuels? Je dis, certes, il y a un petit problème au sein même de cette structure parce que vous rencontrerez des personnes qui, quand même, n'ont pas ce background, qui n'ont pas cette belle expérience, qui n'ont pas la bonne pédagogie. C'est clair, c'est une nonchalance. C'est une évidence. Voilà, c'est une nonchalance qui se joue là, c'est une évidence. Mais au-delà de ça, c'est le gouvernement qui a soutenu ces enseignants contractuels. Évidemment. C'est le ministre qui a accepté de venir parler avec ces enseignants contractuels. Si ça ne tenait qu'au ministre Mori Kondé, ces enseignants allaient être des enseignants appelés communautaires. En fait, on te prend, on dit tu es un enseignant communautaire, on te prend, on t'envoie dans une localité et puis tu es payé par billetage. Ça, c'est quel genre? C'est quel... Non, mais si, c'est quel genre d'insulte? Donc c'est un... on peut dire que c'est une bonne démarche pour les anciens contractuels. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut menacer, mettre plus de pression pour avoir gain de cause. Exactement. Et je crois, j'interpelle le SLEG d'Aboubacar Souma. Au début, on sait que le comportement de ces enseignants contractuels vis-à-vis envers eux était gravissime, même s'il faut, parce qu'ils ont accepté de bouder le SLEG pour dispenser les cours au temps d'Alpha Condé. Mais il y a eu des couacs. Quand je parle des couacs, on a vu des enseignants qui ne pouvaient même pas rédiger des phrases. Hier, on en parlait avant-hier. Au-delà de tout ça, le SLEG aussi a une responsabilité à jouer dans cette affaire. Bien. Il ne faut pas laisser ces enseignants contractuels souffrir ainsi. Parce qu'aujourd'hui, ils tirent le diable par la queue. Il y a des arriérés. Ils ont quand même été des acteurs du développement à un certain moment. Parce que sans ces anciens contractuels, quand même, les cours allaient être perturbés. Ça allait être un frein pour le développement de la Guinée et pour le cours normal même des choses dans le secteur de l'éducation. Donc, ce qui est déjà compris, on va tout faire quand même pour essayer d'avoir Alcine Mabinti dans cette émission. On y tient, Yaya, de ce côté. Je pense que tu vas tout bouger pour avoir tout, pour tout faire. Il me promet après ces sittings là, on l'aura très bien ici pour qu'on essaie de passer au peigne fin de tout ce qui se passe au niveau de la coordination des contractuels, des accusations qui sont portées sur lui, Bijon, quelquefois les irrégularités qui caractérisent les démarches de l'exécutif de coordination nationale des contractuels et quelques manquements Bijon qui s'effectuent au niveau de la direction de coordination nationale de contractuels. Donc
On aura quand même Al-Sedma Binti, on va parler de tout ce que vous venez de citer. Et sans transition, cet autre sujet, depuis quelques mois, le gouvernement guinéen, par le biais de l'électricité de Guinée, a démarré l'installation des compteurs prépayés dans certaines zones de Conakry et dans l'arrière-pays. Selon des responsables de la Guinée de l'électricité, cette démarche vise à mettre fin au vol d'électricité, contrôler l'utilisation des machines et appareils énergétiques, faire une bonne gestion de l'électricité, connaître le nombre de ménages qui payent régulièrement le courant électrique, entre autres. Mais cette mesure, si cette mesure vise à amorcer un véritable développement, elle est décriée par bon nombre de citoyens qui estiment qu'elle ne colle pas au pouvoir d'achat du Guinéen. Yaya Diallo analyse par rapport à tout ce qui arrive de ce côté, parce que j'ai eu hier tard dans la nuit un cadre DDG qui me disait attention, on reçoit des plaintes venant des habitants de Ratoma sur pourquoi commencer par la commune de Ratoma. Ce n'est pas EDG qui a choisi la commune de Ratoma selon ce responsable, mais plutôt l'entreprise qui a obtenu ce marché. Le projet pilote commence par Ratoma, on a Bouquet et Sigiri qui sont des zones qui sont en essai, en expérience. Et de ce côté, je lui ai quand même posé la question, pourquoi un compteur prépayé et pas un compteur post-payé? Un compteur prépayé permettrait, selon lui, à EDG de connaître, d'éviter le vol d'électricité en gros, et après, apprendre aux Guinéens cette culture d'acheter ce que nous consommons. Yaya Diallo. Écoutez, c'est ahurissant que dans notre pays, vous me permettez, hein, oui. La Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, avec toutes les potentialités que nous avons énergétiques, minérales et tout ce qui s'ensuit, qu'on en soit là aujourd'hui. Donc vous n'êtes pas pour l'installation des concerts? Écoutez, vous me suivez la logique? Oui, je suis la logique. Aujourd'hui, moi je suis très peiné parce que c'est la transition qui est en train de nous réveiller, ces réformettes qui consistent à remblir. Réformettes en plus. Absolument. Qui consiste, dur, oui, vous savez, j'en riais hier, parce que quand on échange ces sujets, oui. J'ai été amené à dire que le grand frère Seyd Bassouma du ministère de l'énergie, lui aussi il apporte ses réformes au niveau de l'EDG. Ouais. Lui aussi c'est son bilan. Compteur prépayé. Bon sang de Dieu. Vous savez, ce secteur depuis 1996, c'est-à-dire l'arrivée de Sidia Touré au niveau de la primature, c'est un secteur qui a englouti beaucoup de moyens, de centaines de millions de dollars. Et jusqu'à date, nous sommes même capables de trouver ne serait-ce qu'une solution, une petite soit-elle, en ce qui concerne, disons, la couverture de l'électricité. De la production au transport, de la transport à la distribution, il y a... Du transport à où? Je vous parlais de production, j'ai pas compris. La production, le transport et disons la distribution, la consommation, c'est toute disons, c'est tout un circuit qu'il faut maîtriser d'abord. La maîtrise, c'est à ce niveau. Aujourd'hui, et je vous apprends que l'État, disons, l'État apporte, disons, une aide, ce qu'on appelle en économie. Enfin, c'est. Yaya. Est-ce que tu es pour ou contre l'installation des compteurs prépayés? Là, je vais devoir te poser la question directement. Mais catégoriquement contre. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Oui. Puisque, à mon entendement, il y a quand même, c'est pour qu'il y ait développement, il faut ce sacrifice. Je ne suis pas contre que les citoyens payent l'électricité, c'est-à-dire que chacun puisse payer ce qu'il a consommé. C'est le principe, je suis d'accord. Vous comprenez un peu? Mais ces réformes consistent à quoi? C'est une façon, encore une fois, j'ai dit bien, c'est une façon d'enrichir un petit clan qui sont au niveau de la direction de l'EDG, qui sont au niveau du ministère, sans pour autant, disons, qu'on s'attaque au véritable problème. Le véritable problème, je vous le dis ici, c'est au niveau de la production. Alpha Condé, quoi qu'on dise de lui, c'est un monsieur, il caressait le rêve quand même de... Si on est aujourd'hui là, 24 heures sur 24, quelquefois un temps soit peu, qu'il y ait quelquefois de coupure intempestive, c'est l'effort de ce monsieur. Ouais. Alors,
en pleine saison hivernale, on assiste, disons, à des coupures quelquefois durant de 24 heures. Mais c'est quand même, il faut pointer du doigt sur la gestion actuelle de l'EDG. Moi, je pense que le problème se trouve ailleurs. Donc, Si ne pas installer ce gouvernement est soucié, ne pas installer des compteurs prépayés, mais des compteurs post-payés. effectivement, j'ai dit encore une fois, la réforme elle doit être encore beaucoup plus profonde. La réforme, d'abord, c'est au sein même de cette direction EDG qui est complètement pourrie, corrompue, jusqu'au trognon. On peut le dire plusieurs fois. Parlons des compteurs prépayés. Non, je vous explique. Nous sommes tous ça qu'on a créé. Nous savons très bien que ces installations classiques dégarnies dans nos quartiers, qui à tout moment peut assister à des coups de circuit, les réformes, c'est à ces niveaux. Messieurs. Donc de ne pas installer de compteurs prépayés, pour toi, ce n'est pas une réforme. Pour l'instant, d'abord, pour moi, pour l'instant, il y a des préalables, il y a des problèmes auxquels il faut s'attaquer. C'est de s'attaquer à ces agents plus urgents. C'est de s'attaquer à ces agents fictifs aujourd'hui qui assaillent nos quartiers et qui font qu'aujourd'hui l'électricité devient un véritable problème. Que l'électricité ne soit une solution, c'est devenu un véritable problème. À tout pour ça, on peut assister à des coups de circuit. Et je pense que si le DG veut apporter des réformes, c'est à ce niveau-là. Et je termine pour dire que l'électricité est subventionnée en Guinée. Il faut qu'on soit clair là-dessus. On ne peut pas quand même... Par l'État. Hein. Par l'État, effectivement. Par l'État. Effectivement. Oui, Akila, je sens que tu ne partages pas cet avis de Yaya. Pour une première fois, hein, tu soutiens l'installation de ces compteurs prépayés. Les radars... Pour une première fois. Hein. Les radars de Yaya se dégringolent. On joue le pleurnichard. On fait en sorte de dissuader peut-être le directeur de l'EDG. Mais quand vous prenez la forme, parce que je ne veux pas que l'adrénaline monte dans ce studio, je reste là. Aujourd'hui, je suis diplomate. Quand vous prenez le secteur, je ne fais pas le porte-parole là pour l'EDG, mais l'EDG perd assez. On parle de millions, des centaines de millions. Ceux qui pleurnichent, les compteurs prépayés ne sont pas bons pour nous. Si on les installe, on va souffrir. C'est les plus grands voleurs de l'électricité dans ce pays. Oui, et il faut signaler que ces compteurs prépayés sont installés dans des ménages. Exactement. Pas au niveau des entreprises. Quand vous prenez ces pleurnichards, c'est eux aussi qui font la surcharge dans les maisons. Tu peux trouver une maison dans ce pays qui a au moins plus de 3 à 4 lignes. Quand il n'y a pas de courant à Matoto, la personne a d'autres fils qui d'ailleurs sont à Anta. Quand il n'y a pas de courant à Anta, la personne a d'autres fils qui sont à Sangoya. C'est des plus grands pauvres, mais aussi qui utilisent même des réseaux, qui utilisent des cafetières. De façon irrationnelle. Irrationnelle. Après, ce sont ces personnes qui font le pleurnichard. Et je crois, si l'EDG installe, vous ne pouvez pas vouloir d'une chose et son contraire. Une belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Aujourd'hui, si ces personnes trouvent anormal l'installation des compteurs prépayés, c'est pas parce que c'est l'EDG, mais c'est parce que derrière cela, il y a une consommation abusive qui ne dit pas son nom. Quand vous prenez par exemple ce que l'EDG perd en gros, on va aller au-delà. On parle de 125 milliards par mois pour un encaissement de 110 milliards. C'est faux. De francs guinéens. Je finis, s'il vous plaît. Je finis. Francs guinéens ou francs guinéens. Parce que nous, on parle voilà. C'est des chiffres. Je finis. C'est des chiffres. Je finis. Je sais que vous jouez le Seigneur sacrificateur. Vous défendez la cause des citoyens. Mais en défendant la cause des citoyens, il faut aussi penser aux caisses de l'État. Ce que l'État perd. Parce qu'il a parlé d'Alpha. Quand on parle de Swapiti, on parle de Kaleta, il y a des informations qui spéculent que jusque-là, ces barrages appartiennent aux Chinois. Et vous voyez le combat du CNRD. Vous comprendrez que nous vivons avec des citoyens aussi qui n'ont pas pitié de l'État. Et si ces citoyens n'ont pas pitié de l'État... Mais Akila, cette question, c'est le pouvoir d'achat du Guinéen. Est-ce que tu penses que le Guinéen peut tenir ces compteurs prépayés avec le pouvoir, la cherté de la vie? Je dois préciser Yaya, s'il te plaît, tu auras ton temps d'antenne. On va aller avec Akila. On va le laisser terminer.
c'est très important pour la quintessence du débat. Oui, et Akila, je parlais tout à l'heure du pouvoir d'achat du Guinéen. C'est vrai que l'État perd, hein, mais il y a aussi le pouvoir d'achat du Guinéen. Un Guinéen qui a du mal à trouver 20 000 francs le jour pour se nourrir, est-ce qu'il peut s'acheter une carte prépayée pour aller faire une commande d'électricité de 200 000 avant même la fin du mois? Vous savez, souvent quand l'État impose la roublardise, on condamne. Ouais. Mais aujourd'hui, parlons de façon prompte. Quand vous parlez de ces Guinéens, sortez dans la rue, vous trouverez des jeunes qui sont aptes à travailler, mais qui se livrent à la mendicité. Ouais. C'est des gens... Mais le Guinéen, on a peut-être... L'État même, des fois j'accuse l'État, parce que l'État a rendu le Guinéen paresseux. Quand on me parle, on dit les Guinéens ne peuvent pas au moins avoir de l'argent pour payer l'électricité. C'est à travers la consommation. Si on avait débuté cela, est-ce qu'on allait être là aujourd'hui? Oui, parce qu'il y a un cadre de DG qui me disait que si tu achètes une carte de 100 000, tu utilises la carte conformément à ton ménage. C'est-à-dire, si tu as un réchaud, tu évites d'utiliser ton réchaud, ton fer à repasser, tu économises. Si tu veux sortir, tu seras obligé d'éteindre l'électricité chez toi, faire sauter le disjoncteur. Cela permettra à EDG d'accumuler cette énergie et de servir d'autres quartiers pour éviter des coupures, pour éviter même des quartiers sans électricité, oui, TFA et autres. Non, mais c'est ça. Pour le développement de ce pays, on doit accepter de casser les œufs pour faire les omelettes. Allez. Ces compteurs, ces compteurs prépayés, je trouve la décision bonne. Mais si l'EDG s'y met et s'engage, parce que pour aujourd'hui, il y a des Guinéens qui ne payent pas, qui ont des arriérés. Oui, ça, et si l'EDG décide de prendre son bâton de pèlerin, je crois que beaucoup de Guinéens vont perdre de l'électricité. Oui, rapidement, on va recevoir notre invité. Ça crève les yeux que tout ce qu'on est en train de faire ici, les gens peuvent crier sur tous les toits. Mais je pense que ces réformes dont on est en train d'engager ici, les Guinéens vont s'acquitter. Parce que quand on gouverne mal, la mauvaise gouvernance, c'est le gouvernement. Non, qui gouverne mal? Là maintenant, on parle du président. Installer des compteurs prépayés, c'est une mauvaise gouvernance. Écoutez, c'est une façon, vous savez, la politique, elle est très simple. C'est une façon de gonfler les caisses de l'État. Parce qu'on assiste déjà à des problèmes sur le dos du citoyen lambda. Absolument. Le fait d'installer des compteurs prépayés. Mais ce qui se passe aujourd'hui, des compteurs prépayés pour une société, pour un État absolument pauvre, avec un pouvoir d'achat aujourd'hui. Les Guinéens, d'ailleurs, c'est pas une question d'électricité. Aujourd'hui, les Guinéens peinent même à avoir ce qu'on appelle les ratios alimentaires, c'est-à-dire que 3 fois, ne serait-ce que dans la semaine, donc dans la journée. Mais allez-y travailler. Donc, je pense que moi je parle pour les citoyens. Non, mais je suis bien nourri. Allez-y, Akila, on va s'écouter. Il y a notre invité qui s'aime passer. On va s'écouter, oui. Moi, je tire ma légitimité de ce peuple-là. Moi, je parle au nom du peuple. Je suis défenseur du peuple. Moi, je suis pas en train de parler ici. En réalité, je sais très bien comment je mène ma vie. Je suis en train d'être en adéquation avec ma conscience pour dire les réformes sont bonnes, mais encore que il faudrait que ces réformes... Pour toi, la Guinée n'est pas prête. Au-delà de tout ça là, les gens vont payer, mais c'est des individus qui vont mettre ça dans leur poche. C'est ça la vérité. On te parle de carte prépayée là. Mais c'est ça que je suis en train de te dire, messieurs. Les citoyens, quand je parle à Thomas, par exemple, généralement, tout Ratoma s'acquitte. On sait très bien que le problème ne se pose pas. Moi, je sais très bien de ce qu'on parle là. Je suis de Ratoma, je sais très bien que ça se paye. Mais il faut que ces voleurs fictifs qui sont au niveau de l'EDG soient complètement dénichés et que l'EDG puisse d'abord balayer devant sa porte au lieu de mettre toute cette mauvaise gouvernance et toute cette, disons, toute cette situation qui gangrène cette société sur le dos des citoyens. Non, 10 secondes. Parce que là, on a dépassé le timing. Je ne peux pas laisser cela passer. 10 secondes. Je ne peux pas laisser cela passer. Oui, on polémique pas. L'EDG va balayer devant sa porte. Mais quand on parle des saletés, mais les maisons aujourd'hui en Guinée sont plus sales que les portes de l'EDG. Donc les citoyens acceptent de s'y mettre, qu'ils acceptent de s'acquitter et que l'EDG aussi prenne toutes ses responsabilités pour qu'enfin on puisse dire Alhamdulillah dans ce pays. Bien. Mais quand c'est pas bon de l'autre côté, ça doit aller de l'autre côté. Bien, on va aller avec les différentes réactions de nos internautes qui nous suivent via notre page Facebook Flash Guinée, groupe Kavi Media. BWB Abdoulaye, salut les confrères, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite une bonne émission politique.
politique. Merci mon cher. Excellence. Bonjour Koto Abdallah. Bonjour spécial Ali Badara Akila. À mes parents de Rolo Natal, les forces vives de Guinée doivent exiger le départ du CNRD qui a montré je ne pourrais pas relayer tout ça. Boubacar So Olo depuis Dakar, l'écoute est favorable. Merci pour la fidélité. Alassane Diallo. Bonjour aux journalistes. Ce que je veux dire au colonel Mamadi Doumbouya, c'est d'accepter d'appeler les partis politiques à dialoguer. Et Diallo Alassane depuis Gomboya en pleine révision pour le BEPC. Merci pour votre information. Merci pour l'attention et merci pour la fidélité. Nicolas Sakovogui. Bonjour à tous. L'écoute est très favorable du côté du Petit Bateau Corentine 2. Je vous souhaite une très bonne émission. Merci Nicolas Sakovogui, fidèle auditeur et téléspectateur de cette émission Le Scanner. Vous pourrez continuer le débat chez vous. Nous tout à l'heure on parle politique avec notre invité du jour. Il est membre du bureau politique de l'UFR. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. C'est chaque jour à partir de 9h du lundi au vendredi. Vous nous suivez dans cette émission Le Scanner sur le média du développement Kavi Média. Vous nous écoutez via notre bande FM, la 89.5. Vous nous regardez sur Kavi TV, sur l'ensemble synchronisé de nos médias Kavi Média. Si vous êtes sur Facebook, vous nous regardez via Flash Guinée, notre page Facebook groupe Kavi Média. Vous nous suivez également sur siaminfo.com. Merci de votre fidélité. Je vous l'annonçais au sommaire, considéré comme la troisième force politique du pays, l'Union des forces républicaines, UFR,
l'UFR, dirigé par Sidia Touré, n'a toujours pas rejoint le cadre de dialogue inclusif interguinéen avec son leader qui se retrouve en exil. Cette formation politique peut-elle participer au cadre du dialogue afin de concilier les positions et décrisper le paysage politique qui se conforme à un débat de sourds? Pour en parler, il est déjà dans ce studio avec nous, M. Sekou Tidiane Conté. Il est membre du bureau politique de l'UFR. M. Conté, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout heureux. Vous êtes membre du bureau politique de l'UFR. On parle de ce cadre de dialogue. Jusque-là, l'UFR n'a pas rejoint le cadre du dialogue. Est-ce qu'on peut espérer un retour sur la table du dialogue ou à la table du dialogue de l'UFR dans les jours ou semaines prochaines? Je voudrais bien qu'on me pose la question, pourquoi vous n'avez pas pris part au cadre du dialogue? Je voulais d'abord vous remercier et vos différents auditeurs. Pour commencer, il faut savoir comment ce cadre de dialogue a été mis en place. Les éléments qui y participent, sa composition. On parle de la Guinée. On ne parle pas de la Guinée avec tout le monde. Même si c'est l'intérêt général. Vous avez des entités auxquelles le peuple de Guinée s'identifie, notamment les partis politiques. Et ces partis politiques, il y en a qui comptent, il y en a qui ont été créés pour exister, mais ils ne comptent rien. Parce que quand on dit un parti politique, ce sont les militants. Quand on veut parler de la Guinée, mettez ensemble ceux qui comptent, le pour et le contre. Nous, c'est ce qu'on a demandé, plus les facilitateurs et la CEDEAO. Alors, c'est ce que le CNRD n'a pas voulu faire. Donc des partis représentatifs sur l'échiquier politique, pas des partis de façade, si je vous comprends. Absolument. Je vais vous donner un exemple. Et d'ailleurs, ça, parce qu'il y a une certaine neutralité. Ouais. On a suivi le problème de la Fédération guinéenne de football. Il y avait une crise profonde qui a perduré. Quand on a voulu résoudre le problème, on connaît les personnes qui comptent, les fédérations, les membres statutaires qui comptent. On n'est pas parti prendre les gens de la 2e, 3e division pour parler de ça. Et une fois qu'on a pu les mettre ensemble, le problème est résolu, le calme est revenu dans la sérénité et pour l'intérêt général. Donc c'est ce qu'on a demandé. Allons aux élections ou référons-nous au passé. Ça n'a pas changé. Sur l'échiquier national, vous avez l'UFR, l'UFDG, le RPG, plus d'autres partis, certainement, qui ne font pas peut-être 3-4. Mais quand vous dites on va mettre 100 partis autour d'une table, on va commencer à parler, après on va voter. Vous avez des entités qui sont aujourd'hui, vous le savez très bien, des satellites, peut-être... des partis téléguidés, à partir du palais Mohamed V, vous dites? Absolument. On va vous demander de voter. Mais vous votez contre qui? Et pour qui? C'est ça. Après, on va dire non, c'est la majorité. Donc, voilà le piège qu'il y a dans la forme proposée par le CNRD, les autorités de la transition. Monsieur Conté, vous estimez que vous êtes mélangé? Absolument. C'est du fourre-tout. Ça ne se passe pas comme ça. On n'aura pas la solution avec ça. Appelez les gens qui comptent. Asseyez-vous. Parlons de la Guinée. C'est notre pays. Si vous étiez à la place du Premier ministre, chef du gouvernement, parce qu'il a la charge de conduire quand même ces débats, que feriez-vous? Je ne voulais pas être à sa place. Si vous étiez? Non, je ne voulais pas y être à sa place. Et si vous étiez? Non, je ne veux pas être là. Parce que je ne suis pas de nature à être téléguidé. Et il a des intentions, le Premier ministre. On l'a vu à l'œuvre. Mais vous avez vu le cas de l'arrestation des membres de l'UFNDC. Fonike Mengue, Billo, Ibrahim. Le cas de Billo et puis du gars de la société civile. Abdoul Sako. Abdoul Sako. Le Premier ministre voulait qu'on le libère tout de suite. Parce qu'il a été arrêté dans des conditions inadmissibles. Regardez, tous ces efforts ont été voués à l'échec. Mais ce n'est pas seulement ce cas-là. Même dans le cadre de dialogue. Il veut que les Guinéens se mettent autour de la table. C'est la raison pour laquelle l'ancien Premier ministre a démissionné. Il est parti. Oui, Mohamed Béavougui. Absolument. Parce que il faut qu'on se rende compte d'une évidence. On ne gère pas le pouvoir politique comme on gère un camp.
Dans un camp, on donne des ordres et on les occupe. Sur le champ politique, vous avez des entités, la société civile, les partis politiques et les syndicats. Vous parlez tous de la Guinée. Alors, quand un problème est posé, on revient autour du dialogue, la table de négociation. On ouvre le dialogue, on discute dans la sérénité pour l'intérêt de la nation. Parce que nous voulons notre souhait à tous et que les choses avancent. On s'écoute. Mais dans un cas militaire, on ne discute pas. Le général, il décide, vous l'exécutez. C'est ça la différence. Donc pour vous, c'est une gestion militaire? Absolument. Autoritaire et quelque part un peu une gestion méprisante. Ouais. En clair, vous voulez dire, parce qu'à vous entendre, c'est comme si tel est le cas, vous voulez dire que toute cette situation aujourd'hui est entretenue à partir du palais Mohamed V, c'est ça? Il n'y a aucun doute là-dessus. Pourquoi? Il n'y a aucun doute. Vous savez, dans un pays, c'est le chef qui décide. Vous avez ce pouvoir-là. Dans une démocratie, c'est le peuple qui vous confie ce pouvoir par rapport à un certain nombre de paramètres, dont l'éthique, votre moralité et les promesses électorales, votre capacité à améliorer les conditions de vie de vos concitoyens. Le peuple, par des élections, vous donne ce pouvoir. Le dernier mot vous revient. Si ça ne va pas, c'est vous qui décidez. Je vais vous dire quelque chose qui a échappé certainement à beaucoup de gens. Le 5 septembre, quand le CNRD a pris le pouvoir, ils ont débloqué des situations qui étaient là et qui faisaient que les Guinéens n'arrivaient pas à s'entendre, qui avaient créé la tension. Les leaders qui étaient à l'extérieur sont rentrés. Alors que... Notamment votre président Sidia Touré. Le président Sidia Touré. Nous avons applaudi d'ailleurs cette décision. Les prisonniers qui étaient en prison ont été libérés. Des prisonniers appelés politiques. C'est ça, pour apaiser la tension. Est-ce qu'on a attendu la décision de la justice par rapport à ça? C'est le bon sens. Un chef doit être guidé par le bon sens. Mais c'est vous qui décidez ça. C'est Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Dire que c'est l'entourage, ceci, cela, non. Moi, je ne suis pas... C'est vous qui savez. Vous accusez directement le président d'être le premier responsable de ce qui se passe là. Mais écoutez, est-ce que les choses se passent comme l'a promis Mamadi Doumbouya? C'est la question qu'il faut se poser. C'est à lui seul de décider. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en train de juger le procès du 28 septembre. Qui est à la barre? Le capitaine Moussa Dadis Camara. Il était seul? Non. Bon. En clair. Il n'était pas seul. En clair. Là, c'est clair. En clair, est-ce que vous êtes déçu de la gestion? Absolument. Il n'y a pas de... Mais vous avez dansé ce 5 septembre. Mais écoutez... On vous a vu dans la rue. Les gens même embrassaient les militaires. Voilà. Il a même rappelé, vous avez applaudi ce coup d'État. Aujourd'hui, pourquoi cette déception? Oui. Mais il faut savoir pourquoi le coup d'État. C'est la question qu'il faut se poser d'abord. C'est le 3e mandat. Est-ce que le 3e mandat est acceptable? Non. Mettre fin au 3e mandat, on l'applaudit. C'est ça. Bien. Et derrière le 3e mandat, le 5 septembre, il y avait des promesses qui ont été tenues. Et la Guinée et la communauté internationale ont applaudi. Derrière ça, ce qu'il faut savoir, j'insiste là-dessus, et si Mamadi Doumbouya m'écoute, qu'il comprenne très bien, son héroïsme, c'est le 5 septembre. Il ne fera rien, mais je vous dis rien, qui fera qu'il reste dans le cœur des Guinéens et la communauté internationale plus que le 5 septembre. Parce qu'il a fait son travail, le travail des militaires. Il y a le désordre dans le pays. L'ancien régime a créé le désordre constitutionnel. Il a mis de l'ordre. Mais mettre de l'ordre, ça veut dire quoi? C'est pas toi, enfin, qui dois conduire la destinée de ce pays. Tu as fini ton mandat. Il faut arrêter. Je récupère le pouvoir, je demande au peuple de choisir ses dirigeants et je leur remets le pouvoir. C'est ce que ça veut dire. On ne gère pas un pays par les armes. C'est pas comme ça doit se passer. Bien. Cette autre question, Yaya, si tu me le permets. Allez-y. On parle de votre condition. Quelles sont les conditions de l'UFR pour se retrouver autour de cette table de dialogue? Puisque vous avez indexé du doigt tout à l'heure des partis
des petits partis politiques ou des partis non représentatifs. Des partis poids plume. Poids plume. Qui étaient avant vos anciens alliés. Aujourd'hui, qui ne sont pas représentatifs. Selon vous, aujourd'hui, quelles sont vos conditions pour rejoindre la table du dialogue et éviter cette crise aiguë qui mine le secteur politique ou la vie sociopolitique du pays? Mais le standard est connu, on n'invente rien. C'est très connu. Quand vous avez un problème, vous mettez d'un côté ceux qui sont d'accord avec vous et ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est ce qu'il faut faire. D'une part, il y a des entités qui pensent que les autorités de la transition, tous ceux qui décident, c'est bon, vous les mettez d'un côté. De l'autre côté, ceux qui ne sont pas d'accord. Et entre vous, mettez des facilitateurs et la CEDEAO y compris. Cette formule, c'est ce que nous avons demandé. Et jusqu'à présent, c'est pas possible. Donc, et ceci dit, pour ce qui concerne, par exemple, notre président, Sidya Touré, tout le monde dit qu'il n'a pas de problème, il y a ceci, il y a cela. Mais il a des problèmes, de sérieux problèmes. Lesquels? Voilà. Premièrement, il a été expulsé de sa maison, dans les conditions que tout le monde connaît. Ça se passe seulement sous CNRD. C'est inacceptable. Jusqu'à présent, on ne l'accepte pas. C'est ça. Deuxièmement, il voulait sortir de la Guinée, malgré tout. En sortant, son passeport, pour un premier temps, a été confisqué. Pourquoi? On ne sait pas. On l'a laissé partir. Un homme comme Sidya, ce que vous devez savoir, il travaille un peu partout, en dehors de la Guinée. S'il doit partir, on n'a pas besoin de l'arrêter. Il n'a rien fait. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Donc, imaginez-vous, demain, il rentre, et le lendemain, il veut partir, il est encore bloqué à l'aéroport. Ça veut dire quoi? À chaque fois que des personnalités de ce pays qui comptent veulent sortir du pays, il faut demander la permission aux autorités de la transition. Mais on est dans quoi? Il faut garantir que les gens sont libres de rentrer et de sortir. Nous n'avons pas cette garantie-là. Et nous sommes convaincus que notre président n'a pas de problème. Ah, c'est pas la première fois que Sidya ne soit confronté à une telle épreuve. Tant d'enfants, on s'en souvient, il a fallu l'intervention d'un chef d'État de la sous-région pour qu'il soit en possession de ses documents de voyage et qu'il puisse quitter le pays. Les mêmes choses se répètent. Qu'est-ce que tout cela vous inspire aujourd'hui? C'était la promesse de Mamadi Doumbouya le 5 septembre, que la justice sera la boussole. Mais qu'est-ce qu'on a vu après? Les mêmes pratiques ont repris. Donc nous sommes dans l'impasse. C'est compliqué. Et pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps? Parce que oui, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait changer Mamadi Doumbouya? Mais il faut que la boussole reste là. La justice reste là. La boussole de la transition. C'est tout. C'est tout ce que nous demandons. Il faut respecter les droits de l'homme, les droits humains. Il faut respecter les droits humains. Donc aujourd'hui, M. Conté, puisque ce n'est pas la seule actualité, on parle de ce décret du président Mamadi Doumbouya, décret portant nomination des chefs de quartier et du district. Ce décret a polémique, s'il faut l'appeler comme ça, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Quelle est la position de l'UFR sur cette question? C'est la ligne rouge. Ah bon? Oui, c'est la ligne rouge. Et si c'est comme ça, on va remettre toutes les options sur la table, y compris la désobéissance civile. Oui. La désobéissance civile. Absolument. Non, mais on ne va pas aller jusqu'à ce point. Parce que ça veut dire que vous allez braver tout ce que le CNRD interdit. Et en tant que républicain, est-ce que vous allez le faire? Le problème est très simple. Nous aimons ce pays, on souhaiterait que les choses aillent bien. Qu'est-ce que le CNRD a cherché dans les quartiers? Les autorités de la transition doivent rester neutres. Les gouverneurs sont nommés militaires, les préfets militaires, les délégations spéciales par décret et tout ça. C'est pour quel but? On se pose des questions. La confiance n'existe plus. Donc il y a une rupture de confiance entre le CNRD et l'UFR. Absolument. Précisément, puisqu'on parle de l'UFR. Absolument. Même si de l'autre côté, les gens magnifient les faits et gestes, les bienfaits du CNRD. Vous savez pourquoi? Est-ce que d'un côté, il n'y a pas
50% qui pensent qu'il y a une rupture et les 50% pensent que les faits et gestes du CNRD, surtout les faits posés, les actes posés, pardon, sont à saluer. Parce qu'hier, j'ai posé la question, bon nombre de Guinéens ont pensé que les actes posés par le CNRD sont salutaires. Lesquels? Non, mais il y en a assez. Le pays est en chantier. Le pays est en chantier. Il faut le reconnaître. On parle de développement. Voilà, même c'est en train comme d'amorcer. Même devant votre porte, même devant la porte de l'UFR. Ça, c'est du fourre-tout. Même devant la porte de l'UFR, c'est bitumé. Le CNRD est en train de retravailler là-dessus. Ouais, ça, c'est du fourre-tout. Bon, c'est compté. Il faut quand même reconnaître. Ouais, mais c'est du fourre-tout. Attention. Oui, allez-y. Vous savez, quand il y a un mort, le regard des différents spécialistes par rapport à ça sont différents. Quand vous prenez quelqu'un qui est spécialiste, un cytologue, les études de la cellule, il dira qu'il n'est pas mort. Ouais. Le cardiologue dira qu'il est mort. Vous comprenez? Ça dépend du regard de qui. Celui qui comprend comment l'État fonctionne, le CNRD est en train d'exécuter la gestion courante. C'est normal. Quand on me dit, le CNRD, j'ai entendu ça, ils ont fait 2000 et quelques kilomètres de route. C'est le Premier ministre qui l'a dit. Mais vous allez sortir de ça. Non, mais c'est lui qui l'a dit. Montrez-nous les tronçons. Peut-être qu'il saura répondre au cours d'une conférence. Voilà. Il y a la route de l'abbé. Ce sont des contre-vérités, mais c'est pas... Il y a la route de l'abbé. Oui. Vous n'allez pas tout peindre en noir quand même. Le CNRD est en train de poser des actes. Mais la bonne question, vous savez, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui devrait faire ça, il ne l'a pas fait. Et c'est Alpha Condé. Ça, il y a quelqu'un qui devrait faire l'entretien des routes. Vous faites allusion à Alpha Condé? Qui devrait construire des routes. L'argent est sorti pour ça. Donc la même question doit se poser. Est-ce que l'argent est sorti maintenant? Est-ce qu'on l'a fait? C'est l'évaluation qu'il faut faire. Vous faites allusion mais à c'est pas Condé? ce qui fait. Attendez, c'est pas ce qui fait le développement d'un pays. Sékou Touré a fait ce qu'il pouvait faire. Lansana Conté est venu, il a construit des routes. Alpha Condé est venu, il a construit des routes. Donc on met ça ensemble. Le CNRD ne peut pas construire des routes. Quand vous prenez la conception jusqu'à l'obtention du crédit, jusqu'à la mobilisation des finances, c'est peu pour le financement, et on dit, bon, aujourd'hui on va inaugurer, mais écoutez, c'est pas moins de 2 ans. Ça. Donc, il faut qu'on soit un peu sérieux. La gestion courante de l'État, c'est normal. C'est quand vous allez au champ, vous n'allez pas dire, bon, je vais au champ, aujourd'hui je ne vais pas manger. Je vais attendre jusqu'à ce que je fasse la récolte et après je vais commencer à manger. C'est pas comme ça se passe. Bien. Donc entretenir des routes, c'est très bien. Mais c'est pas ce qui va développer la Guinée. Parce que entretenir des routes, c'est d'entretenir les routes de Lansana Conté. Le général Lansana Conté paix à son âme. C'est d'entretenir les routes qu'Alpha Condé a commencé, il n'a pas pu terminer. C'est ce que ça veut dire. Hein? Oui, voilà, c'est tout. Le 5 septembre 2023, il est annoncé un concert géant au nom de la paix qui sera à Dijon, organisé par nos artistes, par nos mégastars de notre pays, entre autres Takana Jayo, Moudi Premier, j'en passe. Et tout cela, Dijon, sous la direction du CNRD pour célébrer, Dijon, la paix. Comment, au niveau de l'UFR, vous avez accueilli, disons, cette initiative du CNRD? Si c'est un concert, c'est moralement misérable. Si c'est un concert, le 5 septembre. C'est un concert quand même. Alors, si c'est le cas, c'est moralement misérable. Mais pas que le concert. Hein. Ouais, je m'explique. Le 5 septembre, c'est l'échec collectif. Un coup d'État, c'est un échec. Ça veut dire quoi? On va recommencer tout à zéro. C'est ce que ça veut dire. Il y a eu des morts. Mais le 5 septembre, on doit se poser des questions. Où va la Guinée? Qu'est-ce que nous voulons? On ne peut pas faire le bilan du CNRD avant l'élection du prochain président. Le bilan, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On peut en parler. Mais le jour où le prochain président va prêter serment, ce jour-là, on va regarder en arrière pour applaudir ou non la gestion de la transition. C'est ça. Alors, vu qu'on parle du 5 septembre, alors, première année, deuxième année, que retenez-vous au sein de l'UFR de toute la gestion, surtout du bilan du CNRD actuel? Mais nous côté justice, nous sommes très déçus. Nous sommes très déçus. Quand vous mettez ensemble le discours du 5 septembre 2021 et ce qu'on a vu après, les mots-clés de ce discours, mettons-nous sur la table. La justice. Qu'est-ce qui se passe? Regardez les gens qui sont en prison. Ils sont en prison pourquoi?
Jusqu'à présent, on se pose des questions. Quand on dit on a détourné de l'argent, pendant combien de temps on n'arrive pas à prouver, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Combien d'argent on a pu récupérer, il n'y a rien. Il y a un flou total. On va l'écouter, s'il te plaît. Il y a un flou total sur cette question. Alors, quand il y a détournement des deniers publics, on n'arrête pas les gens pour les humilier, pour les tuer. C'est normal qu'il y ait reddition des comptes. Vous avez géré, on va vous poser des questions sur ce que vous avez fait. Mais ce n'est pas compliqué. Vous avez eu un budget d'1 milliard. Vous l'avez sorti pour faire quelque chose. Allons sur le terrain pour vérifier si ça a été fait. Si ça n'a pas été fait, on vous pose des questions. Vous devez répondre. Absolument. Mais cela ne veut pas dire qu'on va vous tuer. Parce que si vous avez détourné, l'objectif c'est de retourner l'argent. Et cela va passer jusqu'à vos biens. Ça oui, on est d'accord. Ça c'est le principe. D'ailleurs, de Sidya Touré. C'est lui qui a initié ça ici. Au temps de Lansana Conté. Il faut bien se souvenir. Le 96-99. Le CNRD n'inventera rien. Tout a été fait quelque part. Il y en a qui l'ont bien fait, comme le président Sidya Touré. Il y en a qui tâtonnent parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire. On n'arrête pas les gens pour les humilier. Quand vous allez à la maison centrale, à Corentine, vous avez tout l'État là-bas, le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée, tout ça. C'est qui est quand même... Vous avez vu, écoutez, vous avez vu... Palpable. Vous avez vu les cas aux États-Unis, en France, les personnes quand même. Un Premier ministre, un président de l'Assemblée, c'est quand même pas n'importe qui. Il faut un peu de respect. Vous comprenez? Ces gens-là ne vont pas fuir, vous savez. Ils ne vont pas fuir. Et si tu fuis, mais tu salis tout. Tu te compliques la tâche. Donc, traitez-les humainement. Jugez-les, mais traitez-les humainement. Oui, à qui l'on va aller avec la question c'est ce qu'on n'a pas vu. Quand vous prenez le cas de la maison du président Sidya Touré, c'est extraordinaire. C'est déshumanisant, c'est méchant. Actuel bureau du BGDA. Ouais, c'est la haine. Du BGDA. C'est la haine. Nous disons que c'est la haine. Et Mori Kondé, parce qu'on va l'indexer, il est qui pour dire, même si la justice retourne la maison à Sidya Touré, on va confisquer. Il a dit ça. Vous avez des preuves? Oui, mais c'est vous qui nous l'apprenez. Mais il a dit ça. Il a dit. Après, je vais vous sortir l'article. Il a bien dit. Ça veut dire quoi? Imaginez-vous que c'est ce dernier qui va organiser des élections. C'est grave. Est-ce que vous doutez de sa personne? Mais à partir de là, en organisant les élections. Mais à partir de là, on doute. Alors, vous ne pouvez pas vous acharner sur des gens comme ça. Et surtout, nous, à l'UFR, qu'est-ce qui nous choque? Partout où vous passez, que ce soit en Guinée ou à l'international, Sidya Touré, ce n'est pas un homme corrompu. C'est un homme de bonne moralité. Un exemple, un modèle. Vouloir associer cet homme à ce genre de choses, nous sommes choqués. Et c'est fait par la volonté des hommes, c'est pas la justice. Volonté express alors. Voilà, c'est ça. Alors, parlant de ces prisonniers politiques au niveau de la maison d'arrêt de Koronti, vous m'étendez la perche sur cette question, puisque vous avez évoqué cette question d'humiliation plutôt que de cette volonté de rendre justice. Est-ce qu'à votre niveau, c'est l'humiliation. À votre niveau, c'est la question est loin de, disons, de rendre justice, ou disons cette question de rendre compte de leur gestion, mais la volonté est beaucoup plus, disons, de les humilier et de les rabaisser. Est-ce que c'est le cas chez vous? Mais c'est ce qu'on voit. Parce que vous avez entendu un jugement? On fait des va-et-vient, on va même jusqu'à la Cour suprême. Mais on nous apprend que la justice, c'est un processus, et donc il faut suivre le processus-là. Et je pense que nul n'ignore que si nous sommes là où nous sommes, c'est-à-dire que si nous sommes dans une transition, c'est parce que les anciens dirigeants, y compris le président de l'Assemblée nationale, l'ancien Premier ministre, n'ont pas joué le rôle. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus, M. Conté. C'est parce qu'ils ont échoué. Et c'était les barons du régime Condé. Non, je suis d'accord sur cette question. Absolument, on est d'accord. Hein. Merci. Oui, puisque vous avez parlé d'échec. C'est même la cause des coups d'État. La mauvaise gouvernance, le troisième mandat. Mais je vous dis encore une fois, nous sommes des Guinéens ici. Si vous voulez résoudre ce genre de problème, vous ne le faites pas pour tuer les gens. Vous ne faites pas ça pour humilier les gens. D'humiliation en humiliation. De haine en haine. On va aller où pour finir? Il faut apaiser ce pays. On a plus de 65 ans de violence politique dans ce pays. Il faut arrêter ça. Jugez-les, mais
en mettant au cœur de nos actions l'humain. Cela n'empêche en rien. Regardez le problème comment dirais-je, l'ancien président américain. Nous avons le cas de Sarkozy. Ce pas des citoyens ordinaires, mais qui les a vus humiliés, traînés. Vous voulez parler de Trump? Oui, Trump et puis Sarkozy. Oui. Voilà, donc ils sont traités humainement, mais ils vont reprendre. Ils ne vont pas échapper. Quand vous prenez ceux qui sont à la maison centrale, ils vont fuir pour aller où? Une précision. Ceux qui ne savent pas, quand vous avez une charge comme ça sur le dos, vous allez dans les pays dont ils s'imaginent les gens là-bas aller là-bas, vous compliquez votre situation de plus. Hein. Parce que là-bas, les regards sont là, et le plus souvent, c'est des gens qui ont des doubles nationalités. La plainte peut aller juste là-bas. Ne vous en faites pas. Donc, traitez-les humainement, mais jugez-les. Bien. Alors, M. Conté, parce que c'est la question centrale, la vocation d'une transition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, la gente demande 600 millions d'euros pour, disons, éplucher les 10 étapes de la transition, 60 millions d'euros pour le retour à l'ordre constitutionnel. À date, nous sommes à 40 millions qui, disons, du point de vue mobilisation, donc moins de 10% de mobilisation. Est-ce qu'au niveau de l'IFER, vous craignez, disons, un glissement du calendrier électoral si toutefois cela n'est pas, disons, établi? Vous parlez de deux choses. D'abord, le montant. Nous n'avons pas été associés, on ne sait pas trop commenter. Mais ce qu'on a vu, c'est extraordinaire, c'est assez hallucinant. Comment vous allez mobiliser un tel montant pour les élections? Bon, on ne va pas trop commenter, mais pour nous, ça nous semble... Est-ce que vous voulez dire qu'ils veulent s'enrichir les poches? C'est ça? C'est ce que vous voulez nous faire croire? Mais ça crée ce genre de questions, naturellement. On a organisé des élections dans d'autres pays, au Congo, tout ça. Allez voir quel est le budget pour organiser des... En fait, il faut qu'on arrive à faire cette démarche. Comparer toujours ce qui se passe chez les autres. Là où ça marche bien, allez comparer. Même en matière de gouvernance. Quand on voulait savoir la recette, je sais pas, des entités X ou Y, allez voir ce que les entités font ailleurs. Vous ramenez ça en Guinée, vous allez comprendre. Bon, 600 millions, je sais pas. Donc, est-ce que vous créez un glissement? L'autre question de Yaya. Oui. Mais, en fait, c'est sortir le retour à l'ordre constitutionnel, c'est comme un projet. C'est exactement comme un projet. Vous dites, dans 24 mois, on veut arriver à ça. Vous avez les tâches intermédiaires. Vous faites la succession de ces tâches. Alors, si vous ratez une tâche, c'est vrai, vous devez vous inquiéter que ça va se retrouver plus tard en plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait? Donc, effectivement, il y a des inquiétudes à ce niveau-là. Mais c'est volontaire, c'est sciemment fait. Nous avons la conviction aujourd'hui, nous sommes... il n'y a pas de doute que les autorités de la transition ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas partir. Non. Alors si glissade s'imposait, quelle sera la réaction de l'UFR? Toutes les options seront sur la table. Toutes les options. Mais nous sommes... C'est pas... En fait, c'est notre pays à nous tous. Vous êtes des journalistes aussi. C'est votre pays. Est-ce que vous voulez qu'on reste dans la transition? Parce que ce qu'on doit savoir, allez au marché aujourd'hui pour voir la souffrance qui est là. Le panier de la ménagère. Partout, il y a des problèmes. Et le CNRD, oui, les autorités, là, ils pensent qu'ils peuvent résoudre les problèmes. Mais comment vous allez résoudre? On parle de maîtrise de l'inflation. Mais quelle inflation? Mais vous avez entendu l'oignon, c'était ça. Hein? Oui, l'oignon était à 600 et quelques mille francs guinéens. On dit on va produire du riz, beaucoup de riz. On est premier producteur aussi de ce côté. Ça, c'est des chiffres. C'est quoi? On raconte, mais non, écoutez, on raconte beaucoup de choses ici. On a appris ici que Koya allait devenir une ville des États-Unis. On a pensé qu'il allait avoir des bonbons de chips, sous Alpha. Voilà. Donc, il y a trop de choses qu'on dit. Mais la réalité, c'est quoi? Vous êtes des journalistes, allez dans les quartiers, demandez aux citoyens lambda, est-ce que sa vie est mieux aujourd'hui qu'hier? Parce que c'est ça.
quand vous avez le pouvoir, votre objectif principal, c'est créer les conditions, les meilleures conditions pour vos concitoyens. Le président Sidya Touré, quand il était venu en 1996, les prix des denrées alimentaires ont baissé. Vous savez pourquoi? Non. Il savait qu'il y avait la corruption dans le pays. Il dit, je vais récupérer l'argent de la corruption. Au lieu de taxer un certain nombre de choses, je sais que ce qui est dans la corruption est plus que ce que je vais récupérer par les taxes. Donc, récupérons d'abord l'argent de la corruption. C'est ça la gouvernance. Parlant du 5 septembre, surtout du côté des forces vives de Guinée qui aussi appellent à une marche pacifique, est-ce que l'UFR est associé? Une première question. La deuxième, que Bahouri dit que vous êtes en manque de stratégie. Que répondez-vous à cette sortie? Mais comment voulez-vous que je réponde à Bahouri? Je ne réponds pas à Bahouri, vous me demandez. Ça, laissez Bahouri dire ce qu'il veut dire. Bon. Et qu'il règle d'abord son problème avec ses loups. Parce que tout son problème, lui, quand c'est lui à gauche, il va à la droite. Bon, c'est pas comme ça. Ouais. Vous estimez que c'est un problème personnel, absolument, c'est connu. Donc, on ne va pas continuer à répondre à ça. L'opportunité de votre marche le 5 septembre. Voilà, vous me posez la question. Est-ce une coïncidence calendaire ou une volonté l'UFR est une entité des forces vives. Donc, avant toute décision, le président Sidya Touré et les autres leaders sont consultés. Donc, si on parle des forces vives, les décisions qui sont prises, ça nous concerne. Ça, voilà. Donc, on va... En tant que républicain, est-ce que vous voulez vous inscrire sur cette ligne, manifester, pendant que vous-même, nous, ensemble, nous sommes quand même conscients que les manifestations en Guinée peuvent dégénérer à tout moment, occasionner des pertes en vie humaine, faire à ce que les habitants de l'Axe ne puissent pas bien dormir, puisque les manifestations ces 10 dernières années sont plutôt concentrées sur l'Axe. L'épicentre de toutes les manifestations, c'est sur l'Axe. Voilà. Donc, j'ai deux réponses à votre question. D'abord, on veut faire comprendre que les manifestants sont violents en Guinée, c'est faux. C'est archi faux. C'est le pouvoir politique qui est violent en Guinée. Vous souvenez-vous, la manifestation du FNDC qui a été autorisée, il n'y a pas eu une mouche de tombée. On est rentré avec un monde fou, un monde extraordinaire, c'est du jamais vu. On est rentré tranquille, on est sorti tranquillement, on est rentré. Est-ce qu'il faut autoriser les manifestations? Oui. Le 5 septembre, il y en a ceux qui veulent chanter, qu'ils chantent. Il y en a ceux qui veulent marcher, qu'ils marchent. Nous sommes en République. Mais les manifestations sont interdites. Si d'ailleurs elle n'est pas autorisée, et en bravant aussi les interdits, est-ce que vous n'êtes pas en train de tirer ou faire front commun? Est-ce que vous ne serez pas exposé à des poursuites? Occasionner un bras de fer. Occasionner surtout un bras de fer. Pourquoi il faut avoir peur des poursuites? Il ne faut pas avoir peur des poursuites. Il faut se mettre dans une logique que ce pays, personne n'a le titre foncier de la Guinée. Ça nous appartient tous. Et quand tu dis ça, tu regardes les gens dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Vous ne pouvez pas décider des choses sans nous. Ce n'est pas possible. Maintenant, imaginez-vous, est-ce que quelqu'un a brandi l'autorisation de manifestation de soutien au CNRD? Vous avez vu cette autorisation? Point d'interrogation. Non, il n'y a pas de point d'interrogation. Il faut répondre. Oui, parce que c'est difficile pour nous de répondre à point d'interrogation. Bon, c'est pourquoi on met le point d'interrogation. Si vous n'avez pas d'autorisation pour soutenir le CNRD, pourquoi vous allez demander des autorisations pour être contre les décisions du CNRD? On le fait parce que nous sommes des républicains. Mais bon, c'est tout. Une question sur l'IFR. Abdallah, dans son introduction, annonçait l'UFR comme étant la troisième force politique. Alors, pour beaucoup d'observateurs aujourd'hui, l'UFR, c'est un parti qui est complètement, disons, vidé de sa substance. Ça, c'est depuis sous Alpha. Beaucoup de cadres ont quitté et beaucoup de militants aussi ont quitté le parti. Aujourd'hui, comment vous organisez pour, disons, maintenir ou récupérer cette force qui vous a été, disons, complètement volée sous Alpha? Eh bien, écoutez, dire que l'UFR est la troisième force du pays, ce sont des contre-vérités. Ce n'est pas vrai. Donc vous estimez même pas, vous ne voulez même pas cette place de troisième? Mais non,
C'est parce que ce n'est pas la réalité. Mais les élections... Imaginez-vous, oui, tout le monde sait comment les élections de 2010 se sont passées en Guinée. Il faut bien revenir à ça. Nous sommes en 2023, écoutez bien. Oui, non. Les statistiques viennent de là, viennent de 2010. Voilà. Donc, il y a eu des élections en 2015, en 2020. De 2010. Troisième force politique, les statistiques... Vous savez, la politique, elle est dynamique. Moi, je ne peux pas accepter que... Non, on parle de la statistique de 2020. Oui, on ne peut pas se fier sur les statistiques de 2010. On parle maintenant, la discussion, elle est précise. Il parle des statistiques de 2015, pas de 2020. Mais il parle de 2010. 2010, pardon. Donc, tu ne peux pas l'amener sur 2015 d'abord. Dans ses analyses, il parle de 2010. Après, on va lui poser la question sur les statistiques de 2015. Alors, vous voulez... La politique n'est pas statistique, elle est dynamique. Jusqu'à présent, vous n'avez pas compris. Moi, j'ai compris bien. Vous veut parler des statistiques de 2010, Yaya. Après, on parlera de 2015. Pourquoi pas de 2020? Allez-y, allez-y, monsieur Conté. Vous voulez que je vous parle de 2023? Effectivement. Ça sera Selouda l'incident. Oui. L'UFDG, les alliances de l'UFDG et les alliances de l'UFR. Même avec la force politique et le du RPG parti PADES, le RPG, le PDN de Lansana Kouyaté. Ce que je vous dis, ce sont les réalités du terrain. Maintenant, personne... Mais le PADES s'est imposé. On va se battre. Le PADES s'est imposé. Écoutez, on va se battre pour ne pas qu'on vole nos voix. L'UFR a été toujours triché ici. Mais tous les acteurs politiques parlent de la même chose. L'UFDG aussi, c'est la même rengaine. L'UFDG vous dira aussi, il a été toujours triché. Alors, à l'évidence, on s'en rend compte que... Monsieur, c'est devenu une chanson chez vous. On vous a triché. On connaît exactement où se trouvent les partis politiques. Exactement. Donc les autres ne sont pas des partis politiques. Mais absolument, vous savez bien ce que c'est. Et qu'est-ce que vous faites pour ne pas que cette tricherie ne se répète? Oui, en 30 secondes. Voilà, mais on se pris par le temps. On se prépare pour ça. Et tout ce que nous demandons aux autorités de la transition, c'est d'ouvrir la voie. Pour qu'on ait une visibilité et que chaque parti s'organise. Donc, dès que vous avez... on va s'organiser et puis vous allez voir. L'UFR n'est pas la troisième force politique d'ici. Nous sommes... C'est la première? Non. Nous sommes en pole position. Alors, il va toujours dire qu'il est premier. Deuxième ou troisième? Il va toujours dire qu'il est premier. Nous sommes en pole position. Et je vous garantis quelque chose. Les élections à venir, Sidiya Touré sera président. Bien. On le comprend déjà, c'est un membre du bureau politique de l'Union des forces républicaines de Guinée, dirigé par Sidiya Touré. Donc notre invité, en tout cas, qui est membre de ce bureau politique, à l'occurrence, Monsieur Sékou Tidiane Conté. Merci d'être passé dans ce studio et dans cette émission, Monsieur Conté. C'est un plaisir. On attend de voir les futures élections. Hein. Inch'Allah. Allez, merci vraiment, Yaya. Merci, Yaya Diallo, l'enquêteur en chef. C'est un plaisir, Abdallah. Merci. Merci, Akila Ali Badara. Merci à tous les auditeurs. On aurait bien voulu continuer ce débat avec vous, auditeurs et téléspectateurs, mais la radio et la télé, c'est l'heure. Merci à l'équipe technique du jour, à la régie, Télé Vabako Ivugi, à Sanso, Robert Kourouma, Salif Bangoura, Melika Sita Outaek, réalisation Michel Ouamounou, à la production, nous avions Alpha Silla. À la radio, nous ont accompagné Mamadou Diallo, Mohamed Yatara et l'homme de nuit, Kandé Sankon, le tout chapeauté par notre direction technique, dirigée par Oumar Diallo. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie, pour parler, en tout cas discuter sur d'autres sujets d'actualité dans votre émission de débat constructif. Restez surtout en compagnie des programmes de Kavi Média, le média du développement. Au revoir.